Au Burundi, la dernière organisation de la société civile indépendante a été suspendue. Le Soudan, la contestation appelle à relancer les manifestations nocturnes. Nous parlerons également de la République démocratique du Congo où le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a démissionné. Et puis on va parler du Togo avec cette bouffée d'oxygène pour les candidats aux municipales. 450 millions de l'État débloqués. Donc c'est ce qui a été annoncé en Conseil des ministres le lundi dernier. On évoque ces sujets ce soir avec Rodrigue Aego. Rodrigue qui nous a vraiment manqué, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue Aego. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs, surtout ceux et celles qui nous suivent de l'autre côté donc de l'océan. Je veux faire un coucou spécial à Sylvie et sa sœur Sophie qui se trouvent quelque part à Lyon actuellement, mais qui sont braqués sur leurs écrans, et aussi à tous ceux qui nous suivent, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou un peu partout dans le monde. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Nous commençons avec le Burundi. Je vous le disais, les autorités burundaises ont suspendu pour troubles à la paix et à l'ordre public la dernière organisation indépendante de la société civile encore active dans ce pays en crise depuis 2015. Selon une ordonnance ministérielle vue mardi, les activités de l'organisation PARSEM qui milite pour une bonne gouvernance sont suspendus pour une durée indéterminée, a indiqué le ministre de l'Intérieur Pascal Barandaguié dans une ordonnance, à l'instar d'une dizaine d'ONG burundaises indépendantes qui s'étaient opposées au troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza. PARSEM avait été suspendue en 2015. Elle a été autorisée à reprendre ses activités quand son représentant légal avait accepté des conditions imposées par l'État, le pouvoir burundais. Rodrigue Aego, au niveau du Burundi, c'est un mauvais temps pour les organisations de la société civile. Oui, vous savez, tout a commencé lorsque le tout-puissant président qui... je ne sais pas quelle consultation, quel oracle il a consulté, a décidé de briguer un troisième mandat. Donc, il a opté pour le musulman, donc de la liberté d'expression. Et il n'y a pas je dirais, de temps libre laissé aux organisations qui surtout interviennent en matière de défense des droits de l'homme et qui osent critiquer ou qui a osé critiquer donc la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, mais se voit tout de suite soit quitter le pays, emprisonné, tué. Et donc voilà un peu, la plupart des organisations, pour ne pas dire pratiquement toutes les organisations, ont mis leurs clés sous le paillasson, pas par volonté mais par contrainte. Et PARSEM aujourd'hui essaye de résister parce que c'est la deuxième fois quand même, puisque après l'étape de 2015, il y a eu quand même une certaine imposition de mécanismes de fonctionnement que l'organisation qui tient à sa ligne a essayé d'accepter. Mais vous savez, quand on a les germes de l'inacceptation des forfaitures, donc des violations des droits de l'homme et autres dans le sang, on ne peut pas forcément s'écarter de cette voie. Donc c'est ce qui amène donc cette organisation à se retrouver une fois encore dans cette situation où elle est mal vue, et donc comme on peut s'attendre à la décision, voilà, c'est encore fermé jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas, nouvel ordre, ce sera peut-être après l'élection présidentielle qui va certainement connaître la victoire du tout-puissant président. Donc, il a promis de ne plus aller. Non, mais vous savez, en Afrique, c'est ça aussi, puisque sous les tropiques, on a connu quand même le coup du destin. La parole de militaire, et après, c'est le destin qui force la main. Donc aujourd'hui, la parole des hommes sur le continent africain ne signifie plus rien du tout, parce qu'on donne la parole le matin à 7h, et à 7h02, cette parole change parce que c'est le coup du destin. Donc aujourd'hui, si l'idée aujourd'hui ou la décision de ne plus aller ou briguer un troisième mandat est encore d'actualité, je ne vois pas pourquoi il faille interdire donc à ces organisations de critiquer ouvertement la situation ou d'exposer la situation des droits de l'homme. C'est en cela qu'on parle de coup d'État ou des tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Vous savez, ce sont
des chefs d'accusation qui deviennent redondantes. Et j'ai comme l'impression que les États se copient en la matière et c'est dommage. Alors, Firmin, au niveau du Burundi, on sait que quand on a un président qui est très prompt, même à mettre des jeunes élèves en prison pour avoir gribouillé son portrait, c'est pas fermer des ONG qui lui serait impossible à faire. Non, bien évidemment, le président ne veut pas être contesté. Pierre Nkurunziza, c'est lui le tout-puissant, c'est lui seul qui dirige le pays. Et aucune mouche n'a le droit de lui dire non à cette décision. S'il décide, c'est fini. Alors vous êtes emprisonné. Vous imaginez un président qui met en prison des élèves, ça veut dire que vous imaginez de quoi il pourrait être capable en ce qui concerne la commission des atrocités dans ce pays. Vous savez, nous sommes à quelques jours ou à quelques mois de 2020 et Pierre Nkurunziza est en train de préparer son terrain. Donc toutes les organisations ou toutes les contestations qu'il va retrouver sur son chemin vont avoir des problèmes. Donc c'est un président qui est en train de préparer son terrain pour 2020. Donc Parsem était la seule organisation encore plus violente dans ce pays, qui pouvait contester son pouvoir, qui pouvait lui dire, monsieur le président, vous ne faites pas bien. Or le président ne veut pas ça. Or autant ces organisations manifestent dans le pays, autant il a une mauvaise image à l'extérieur. Donc il veut protéger son image à l'extérieur et il ne veut pas de contestation dans ce pays. Donc tous ceux-là qui vont vouloir le contester, le critiquer, aller à l'encontre de ses décisions, à l'encontre de son pouvoir, il va les mettre en prison, il n'y aura rien. Donc c'est quelqu'un qui veut diriger, il veut s'asseoir. Mais ça fait au moins s'il dirigeait bien, on pouvait comprendre. Oui, c'est là où se pose le problème. Il pourrait copier au moins Paul Kagame qui dirige son régime avec une main de fer, mais qui essaie quand même de développer son pays. Paul Kagame, entre-temps, il y avait une opposante qui était sortie de prison. Quelques jours après, l'opposante manifestait encore. Paul Kagame a dit, moi, madame, si vous continuez comme ça, je vous retournez en prison. Mais parallèlement à cela, concomitamment à cela, Paul Kagame essaie de travailler et de donner une certaine assise à l'international à son pays. Mais Nkurunziza, lui, il veut diriger son pays, il veut asseoir son règne. La population ou l'intérêt de la population lui importe peu. Je pense que la communauté internationale doit se lever. Il y a déjà une enquête, il y a une commission d'enquête des Nations Unies qui a été mise en place depuis quelques mois, qui est en train de travailler par rapport aux violences ou aux violations des droits de l'homme qui ont été commises de 2017 à 2018. Et il y a déjà 900 victimes 900 témoignages qu'on a pu recueillir, comment les gens disparaissent dans le pays, comment on ne retrouve pas des corps, comment il y a des réfugiés qui ont quitté le pays, ou des Burundais qui ont quitté le pays pour aller se réfugier dans les pays voisins ou en Europe. Et la commission est en train de travailler, sérieusement, c'est une commission qui a été mise en place par les Nations Unies. Mais il faut dire que cette commission va travailler, mais il va falloir une autre force derrière. Sinon, ce qui va arriver dans les mois venus va être le plus grave, parce que le monsieur veut un troisième mandat et il a besoin de... Il est dans son troisième, mais peut-être c'est un quatrième. Il a donné sa parole d'homme, il a dit, je le cite, que les hommes peuvent se retourner dans leur lit, mais ils ne reviennent pas sur leur parole. C'est-à-dire, lui, il ne briguera pas un nouveau mandat au Burundi. Non, pour le moment, je ne crois pas. Mais je pense qu'il y avait un militaire dans ce pays qui s'était prononcé en 1999. C'était face à Jacques Chirac qui a dit en 2003, je ne ferai pas une minute de plus. Mais en 2003, donc, il y avait des gens qui ont manifesté à l'époque pour demander aux militaires, vous savez, on a besoin de vous repositionner. Et le militaire s'est représenté. Vous savez de qui je suis en train de parler. Donc, ce n'est pas un Pierre Nkurunziza qui commet de telles atrocités qui ne va pas revenir sur sa parole. Même l'exemple le plus palpable, c'est un exemple occidental, Sarkozy qui quittait la scène politique le 7 mai 2012, mais qui revient après être encore candidat. Donc les hommes aujourd'hui, si de par le passé, la parole d'homme avait été beaucoup plus sacrée, aujourd'hui, je pense que la jurisprudence est en train de nous montrer autre chose. Alors, Rodrigue Gaïgo, d'un autre côté, les organisations de la société civile, est-ce qu'elles n'en font pas aussi un peu trop? C'est-à-dire, vous avez de ces rapports qui sont publiés et vous vous demandez, mais si vous vivez sur une autre planète et eux sont sur une autre planète parfois. Alors, vous savez, l'histoire c'est quoi? Je l'ai toujours dit, quand il faille par exemple écrire l'histoire d'un pays, vous ne pouvez que relater ce que vous avez vu, dont vous avez été témoin. Et vous voyez, ces organisations ont des représentants dans tout le pays. Oui. Et donc, il y a forcément des réalités qui vont sortir. Vous allez dire, est-ce que ça se passe également chez nous? Effectivement, ça se passe. Bon, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais dans un atelier la dernière fois où c'est un autre membre d'une organisation de la société civile qui disait
qu'il était à Bruxelles en train de suivre un rapport. Et on disait qu'au Togo, 75% des femmes étaient excisées. Et on a cité un rapport d'une ONG togolaise qui a donné ce chiffre à cette organisation internationale. Et la personne a dit, réagit, dit, mais c'est complètement incongru. Non, mais vous savez, d'abord, il y a une situation. Il y a par exemple des organisations, parce que nous vivons dans un pays de mensonges. Il y a par exemple certaines organisations pour justifier un projet et avoir un financement, ils sont obligés d'avancer même sur le plan étatique. Je me souviens d'un discours du chef de l'État où il parlait d'un taux de chômage de 4%. Je pense que c'est le ministre de la Communication à l'époque. Non. Le ministre de la Communication, c'est lui qui avait avancé ça sur une télévision en disant 4% de chômage. 4% de chômage. Tout le monde sait que c'était complètement absurde. Voilà, il y a d'autres réalités. C'est pour dire qu'au fait, ce n'est pas propre à ces organisations-là. C'est-à-dire que c'est sur un terrain où il faut véritablement défendre un projet et avoir du financement. Maintenant, ailleurs, sous d'autres cieux, tel que je le dis, à l'époque, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, quand on parlait par exemple de fausses communes et tout, les gens n'étaient pas vraiment, les gens se disaient non, ça ne peut pas avoir lieu. C'est vrai, les gens ont assisté au carnage, les gens ont vu qu'il y a eu ci, il y a eu ça. J'ai eu la chance de participer à certaines audiences sur place là-bas où vous voyez des témoignages qui vous font pleurer. Lorsqu'on, par exemple, on coupe le bras, par exemple, d'un homme, on donne à sa femme qui prépare dans une marmite pour manger. Lorsque, par exemple, on enferme une fille de 18 ans, par exemple, dans une chambre avec des hommes armés, au nombre de dizaines, par exemple, qui multiplient les rapports avec la fille de 16 heures au lendemain à 10 heures du matin. Alors, et cette fille-là, elle est non seulement séropositive, mais elle porte des couches parce qu'elle ne peut plus, puisqu'elle a été sodomisée au fait. Donc quand vous prenez ces réalités, si vous n'avez jamais vécu les faits, ça c'est parce que les victimes étaient là pour témoigner. Idem pour la CVJR par exemple. Il y a des faits sur lesquels la CVJR était revenue, par exemple, on n'était pas au courant. On se disait, il y a des gens qui disparaissaient. Moi, j'ai des témoignages. Vous prenez par exemple Monsieur Bruce, à l'époque de la conférence nationale souveraine, qui amenait son enfant à l'école et qui, quelque part, a disparu jusqu'à ce jour avec son véhicule. On ne sait pas s'il vit quelque part, s'il est décédé, de quoi est-il mort, où est son véhicule, est-ce qu'il a été enterré, dans quelles conditions, par qui et quel endroit. Donc, ces réalités, si vous n'avez pas des témoins qui relatent ces faits, c'est que vous n'êtes jamais au courant. Vous les découvrez lorsque vous faites face à un document qui les sort. Donc, d'où l'importance de ces organisations qui ont des représentations un peu partout. Maintenant, ce qu'on peut demander, c'est un peu du sérieux dans le travail pour les organisations qui ont tendance à inventer les chiffres pour se donner beaucoup d'importance. Prenez par exemple la Cour pénale internationale, où dans le cas Gbagbo, par exemple, la procureure elle-même, elle a essayé de manipuler des témoins qui, au finish, l'ont lâché. C'est pour dire que nous vivons dans un monde de mensonges et c'est dommage. Mais dans le cas burundais, il faut fouiller parce que dans le faux, il y a parfois ou généralement du vrai. Alors ici, on parle de troubles à la paix et à l'ordre public. Pour ces ONG, par exemple, on a comme l'impression qu'elles fonctionnent comme des anti-gouvernementaux. C'est-à-dire, on veut publier un rapport sur ce qui ne va pas, mais on ne relève pas aussi quand ça va. Non, c'est ça aussi le problème. Vous savez, le ministre... Ou bien c'est comme chez nous où on dit quand le train est à l'œil, il n'y a pas info. Il n'y a pas info. Il faut tout faire pour qu'il y ait info. Il faut tout faire pour que le train ne soit pas à l'heure. Vous savez, vous évoquez un sujet très important et je veux le prendre à double volet. Le premier volet, c'est le ministre Christian Trimouan, le ministre des Droits de l'Homme du Togo, qui l'a évoqué lors d'une rencontre qui s'est tenue la semaine dernière avec des organisations de défense des droits de l'homme. Oui, il a appelé les ONG ou les défenseurs des droits de l'homme à plus de professionnalisme. Parce qu'il s'interrogeait, qui est défenseur des droits de l'homme? Quels sont les critères qui le définissent? Quelles sont les dispositions juridiques qui font de lui défenseur des droits de l'homme? Parce que on s'est aperçu avec le temps que tout le monde veut être défenseur des droits de l'homme. La personne peut-être finit ses études et dit, bon, je suis en train de chômer, oui, il y a une organisation de défense des droits de l'homme, je vais rentrer dans cette organisation et je vais commencer à travailler. Et du jour au lendemain, cette personne se procure
proclament défenseur des droits de l'homme. Moi, j'ai eu, en toute modestie, j'ai eu la chance de suivre certaines formations de défenseurs des droits de l'homme. Mais c'est là où j'ai commencé par comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Quand vous voyez des défenseurs des droits de l'homme ici dans ce pays, au Togo, parler, ben vous étonnez, vous demandez, mais est-ce qu'ils sont vraiment défenseurs des droits de l'homme? C'est pas revenir à votre question. Il y a des défenseurs des droits de l'homme ou des organisations de la société civile qui se disent que quand ils sont organisations de la société civile, ils doivent être nécessairement anti-gouvernementaux. Ce qui est faux, ce qui n'est pas correct. Ça veut dire, organisation de la société civile, vous êtes la troisième voie du pays. Oui. Ça veut dire, vous êtes là, vous démarquez des deux lots, c'est-à-dire pouvoir et opposition. Quand le pouvoir fait mal, vous critiquez. Quand le pouvoir fait bien, vous applaudissez les deux mains. Quand l'opposition fait mal, vous critiquez. Et quand l'opposition fait bien, vous applaudissez des deux mains. Or, on vient ici dans ce pays se mettre en posture d'opposition. Et c'est là où le ministre leur disait, mais on peut être contre le gouvernement, mais ne jamais être opposant. C'est-à-dire, vous êtes une organisation sérieuse, vous critiquez sérieusement le gouvernement, mais on ne voit jamais en vous un esprit partisan. C'est ce que nous, on est en train de voir aujourd'hui. La plupart des organisations de la société civile, elles ne travaillent pas par conviction, mais elles travaillent parce que elles n'ont rien à faire, elles veulent du boulot, elles veulent beaucoup d'argent. Et pour avoir plus de partenaires, il faut que vous sortiez des rapports accablants qui ne tiennent même pas. Vous imaginez, en 2017, on a sorti un rapport dans ce pays où on parle, regardez, on parle de 100 morts, on parle même de fausses communes. C'est des choses qui sont graves. Mais est-ce que ces choses-là ont été prouvées? Mais je vais vous étonner encore avec, peut-être Rodrigue Aïgo ne va pas être d'accord avec moi, avec le dernier rapport de la LTDH. Oui. Togo, état de terreur. Togo, état de terreur. C'est grave. C'est la question qu'on peut se... Est-ce que nous sommes dans un état de terreur? La deuxième chose, quand vous lisez les premiers pages du rapport, vous voyez des photos des victimes. Or, ces photos pourraient être floutées. Mais en droit de l'homme, on parle du respect de la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire, quand la personne décède, vous êtes obligé de protéger son image. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 en France. Vous vous rappelez le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Mais vous ne verrez jamais une image d'un cadavre comme ça. Mais au Togo, on se permet de publier ces images alors qu'on dit qu'on fait droit de l'homme, ce qui est grave et gravissime. Je me demande si c'était ces personnes dont on affichait les images comme ça étaient de la famille de ceux qui ont produit ces rapports-là. Est-ce qu'elles se seraient comportées comme ça? Donc c'est là où il faut se dire, pour conclure, Samuel Niaoui, qu'aujourd'hui, c'est que nous avons des organisations de la société civile qui sont sérieuses, qui font un travail excellent, et parallèlement, on a des organisations qui ne sont pas sérieuses, mais qui sont là juste que du business. La dernière chose, peut-être j'exagère, c'est que nous, en Afrique, la plupart, bien sûr, de nos pays ou de ceux-là qui bossent n'ont pas l'esprit du patriotisme. C'est pour cela qu'on aime ternir l'image de nos pays à l'extérieur. D'accord. Rodrigue, vous répondrez tout de suite à la question de savoir si ces organisations dites des droits de l'homme ne prêtent pas un peu le flanc aux autorités qui les accusent d'être en fait des ailes marchandes de l'opposition. Je donnerai des exemples précis, mais on va aller à la pause et on revient tout de suite après.